Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 13 mai. Alors que le tourisme de loisirs bat son plein sur la Côte d'Azur, quel est l'avenir du tourisme d'affaires en principauté? Nous décrypterons les dernières tendances et les perspectives de ce secteur essentiel à Monaco. L'aérien s'adapte face aux enjeux du développement durable. Le salon Ever présentait les dernières innovations dans le domaine, des engins surprenants comme des jets électriques. Nous en parlerons avec Anne-Pascale Guédon. Dans ce journal également, le colloque de l'Île des Mers, l'Institut du droit économique de la mer. Un rendez-vous placé sous le signe de l'héritage et des engagements pour l'avenir. Nous parlerons également football à la veille du choc entre l'AS Monaco et Lille. Et de cette animation qui met votre enfant dans la peau d'un Ninja Warrior. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, ces images de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et de la princesse Charlène, ils étaient les invités prestigieux du Maria Callas Monaco Gala and Awards qui a eu lieu hier à l'Opéra de Monte-Carlo. Une soirée pour célébrer l'art et la culture, marquée notamment par une cérémonie de remise de prix. Vous le voyez à l'image, la chanteuse Nana Mouskouri aura notamment été primée. Maria Callas avait une connexion très forte avec Monte-Carlo. La cantatrice grecque était une proche du prince Régnier III et de la princesse Grace. Cette année marque d'ailleurs le 100e anniversaire de sa naissance. Alors que les événements traditionnels ont repris en principauté et que le tourisme de loisirs affiche des indicateurs encourageants, comment se porte le tourisme d'affaires? Quel futur s'ouvre devant lui? C'est un thème que le Monaco Economic Board a souhaité aborder lors du Club de l'Éco Nice Matin. Le reportage de Christine Datomel et Alexa Vial. Après quelques années difficiles, le tourisme d'affaires aujourd'hui se porte plutôt bien en principauté. De belles perspectives s'offrent à lui. Monaco séduit par son positionnement haut de gamme dans ses prestations, mais aussi par son accessibilité au monde des affaires, la principauté combinant art de se réunir et plaisir de se retrouver. 2022 a été une année mitigée parce qu'on l'a déjà oublié, mais le premier trimestre était encore sous forte restriction à cause du variant Omicron. 2023 a très bien redémarré, même si on est encore un peu en retrait comparé à 2019, car pendant le Covid, en fait, personne n'a acheté, très peu de gens se sont projetés. Donc nous sommes en train de rattraper petit à petit le retard. La bonne nouvelle, c'est que les événements traditionnels sont revenus, et sont revenus en général avec autant, voire plus de participants qu'avant crise. Comme vous le savez, nous avons cette extension du Grimaldi Forum qui arrive, qui est là demain, c'est janvier 2025, peut-être même un peu plus tôt. Et donc, bien évidemment, ça offre beaucoup de perspectives de développement pour les acteurs et les organisateurs déjà présents, mais également pour toute la démarche que nous sommes en train de faire. Les trois principaux secteurs du tourisme d'affaires sont la finance, le médical, le paramédical et les nouvelles technologies. Donc ce sont trois secteurs où la principauté est légitime et donc attractif, mais bien évidemment dans chacun des secteurs, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas un secteur en soi, mais cela inonde l'ensemble de l'économie et donc du tourisme d'affaires, c'est la responsabilité environnementale et c'est toutes les actions environnementales qui doivent être prises par les acteurs qui rentrent en résonance avec tout ce que fait la principauté. Il faut une expertise, tant au niveau de l'espace d'accueil du Grimaldi Forum, un savoir-faire, mais également de la part de tous les acteurs en principauté, c'est-à-dire les hôtels, la direction du tourisme et des congrès. C'est vraiment un accompagnement de l'organisateur qui est important à tous les niveaux. Et puis ensuite, c'est de pouvoir fédérer tous ensemble, quand un congrès important arrive, toutes ces forces justement autour d'un organisateur, qu'il ait une espèce de sérénité. Et je crois que vraiment, c'est ce qu'apprécient chez nous tous les acteurs du tourisme d'affaires, c'est de pouvoir se reposer complètement sur la destination. Si Monaco accueille la panoplie complète des événements du tourisme d'affaires, le secteur médical et les laboratoires pharmaceutiques restent les leaders incontestés. Talonnés de près par la banque, la finance et les assurances, des secteurs en forte progression ces 10 dernières années. Et vous l'aurez compris, la responsabilité environnementale occupe une place privilégiée quand on parle de tourisme d'affaires.
La responsabilité environnementale était au cœur également du salon Ever. Pendant 2 jours, cet événement dédié à la mobilité durable et aux énergies renouvelables a présenté les dernières innovations dans le domaine et ce dans tous les secteurs. Exemple surprenant ce soir avec celui de l'aérien. Éclairage avec Anne-Pascale Guédon, présidente de Neomove Urban Air Mobility. Elle est l'invitée de Patricia Navarro. Bonsoir. On avait coutume d'associer le salon Ever à l'automobile durable, mais la mobilité aérienne aussi est importante et fait partie des enjeux majeurs en matière de préservation de l'environnement. Absolument. La mobilité aérienne durable aujourd'hui est un enjeu majeur. Plus de 16 milliards ont été investis depuis 2012, à la fois sur la mobilité aérienne propre, électrique et aussi très importante, beaucoup plus silencieuse que la mobilité aérienne classique. Mais aujourd'hui, ce sont les constructeurs aéronautiques qui sont pleinement impliqués dans cet élan ou les constructeurs automobiles qui planchent sur des voitures volantes ou autres ? C'est une combinaison des deux, c'est une très bonne question. Ce sont à la fois évidemment les constructeurs traditionnels, aéronautiques qui ont développé de nouveaux modèles électriques et silencieux, mais également l'industrie automobile qui a décidé de mettre à disposition toutes ses capacités d'industrialisation sur la partie aéronautique pour pouvoir notamment proposer des solutions électriques à base de batteries qui sont utilisées aussi pour les voitures. Il y a la mobilité aérienne à inventer, mais il y a aussi surtout l'aérien actuel. Est-ce que l'on a chiffré l'impact en termes de pollution justement de ce secteur ? En termes de réduction de pollution, on peut avancer déjà des chiffres de l'ordre de 25% de réduction de CO2 grâce à une nouvelle propulsion électrique ou hybride ou à hydrogène, puisque ce sont aussi des nouvelles mobilités. Aujourd'hui, l'aviation aérienne classique est également évidemment en pleine révolution de réduction de CO2 grâce au développement de ce qu'on appelle les SAFT, Sustainable Aviation Fuels. Oui, donc ce sont des efforts qui peuvent s'avérer payants et être significatifs en termes de résultats. Lorsque l'on parle d'aérien, il y a aussi bien sûr les hélicoptères. Et Monaco est directement concerné. Vers quoi s'oriente-t-on en matière de durabilité dans ce secteur ? Alors vous avez tout à fait raison, Monaco est très attractif pour les hélicoptères puisqu'il y a à la fois le charter et les lignes régulières. On s'acheminerait plutôt vers des hélicoptères donc électriques à décollage vertical et atterrissage vertical qui permettent de faire des routes régulières, notamment entre Nice et Monaco, qui est une route très empruntée, avec évidemment encore un pilote et entre 4 et 6 passagers. Vous l'avez dit, on parle beaucoup de préservation de l'environnement, de pollution carbone, mais la pollution sonore fait partie des enjeux aussi sur les pistes de réflexion actuelles. C'est fondamental. D'ailleurs, sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup de problèmes sur la public acceptance par rapport en fait au bruit que génèrent les hélicoptères au-dessus des habitations. Et c'est un des vecteurs très importants, fondamentaux sur la recherche sur les hélicoptères électriques à décollage et à atterrissage vertical pour la réduction du bruit. Et plus généralement sur l'aérien durable, quelles sont les innovations attendues dans les mois et les années qui viennent et les espoirs ? Il y a plus de 700 projets aujourd'hui, donc il y a énormément d'espoirs qui sont présents, qui sont nourris, et énormément aussi d'argent qui sont investis dans tous ces projets, comme je vous l'ai dit précédemment. Et on a en fait la possibilité aujourd'hui d'avoir à la fois des hélicoptères donc électriques, des avions électriques ou hybrides ou à hydrogène, ou un mix des deux. De ce qu'on appelle des eCTOL qui sont à la fois à décollage vertical et aussi qui sont après propulsés en horizontal. Et aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés, les obstacles peut-être rencontrés qui freinent les choses, s'il y en a ? Les batteries, tout ce qui est recharge électrique, parce que contrairement à la deuxième dimension du monde de l'automobile, on est en troisième dimension et l'ennemi est le poids. Donc avec ces nouvelles contraintes de décollage vertical qui permettent de gagner aussi beaucoup d'espace, il y a aussi la forte contrainte de la batterie et de la recharge. Mais aujourd'hui, en conclusion, lorsque l'on parle de cette thématique, ce n'est plus de la science-fiction. On peut imaginer la mise en circulation de ce type d'aéronef à quel horizon ? Les premiers aéronefs à être certifiés sont prévus en 2024.
notamment au moment des Jeux Olympiques 2024 en France. Et d'autres projets sont prévus d'être certifiés 2025-2026. Donc ce n'est plus une fiction, c'est une réalité. C'est tout de suite. Merci Anne-Pascale Guédon d'avoir été notre invitée pour évoquer ce futur durable pour l'aérien. Merci beaucoup. Retour à présent sur le colloque international de l'INDEMER, l'Institut du droit économique de la mer. Il rappelait cette année l'obligation des États de protéger et préserver le milieu marin et était placé sous le signe du 40e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. L'obligation des États de protéger le milieu marin. Voici l'objectif du colloque qui vient d'être organisé par l'Institut du droit économique de la mer. Cet événement a réuni scientifiques et spécialistes. Un colloque de l'INDEMER qui tombe 40 ans après que les Nations Unies aient adopté la Convention sur le droit de la mer. 40 ans plus tard, l'enthousiasme est tombé. Les participants à la conférence des Nations Unies de Lisbonne de 2022 ont admis un échec collectif dans le domaine des océans. La dégradation du milieu marin dans son ensemble et la perte inquiétante de la biodiversité marine occupent désormais les esprits. Ce qu'on pouvait fonder comme espoir dans la mise en œuvre de la Convention ne s'est pas vraiment réalisé. Mais d'un autre côté, ces dispositions de la Convention relative à la protection du milieu marin ont acquis aujourd'hui une importance qu'elles n'avaient pas forcément il y a 40 ans. Nous avons tous une responsabilité sociétale, bien sûr. Nous sommes tous partie prenante pour l'intérêt des générations futures, mais les États ont des obligations d'ordre juridique et nous attendons qu'ils soient mis en œuvre. L'INDEMER a tenu son colloque international à l'hôtel Hermitage. Cet institut a été créé en 1985 par le prince Régnier III dans l'élan suscité par l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L'INDEMER place Monaco au cœur de la réflexion pour traiter les problématiques d'ordre juridique, économique, social et environnemental soulevées par les utilisations des espaces maritimes et du milieu marin. L'idée générale donc est de valoriser une approche interdisciplinaire et j'espère bien que nous allons poursuivre dans cette voie et que ce colloque aura été une forme d'initiation d'un rapprochement qui n'est pas orienté simplement vers l'échange de nos savoirs, mais surtout vers l'action, parce que ce qui prime aujourd'hui, c'est de se mettre d'accord sur un objectif concret. Sauver le monde, n'est-ce pas? Ça n'est pas une formule en l'air, c'est véritablement une nécessité impérieuse. L'union fait la force et l'union dans l'action, c'est ce que nous voulons. Durant 2 jours, de nombreuses séances de travail se sont enchaînées sur des thèmes tels que les accords sur la biodiversité en haute mer, les changements climatiques ou encore le rôle de l'expertise scientifique dans la gouvernance du milieu marin. Voilà pour ce rendez-vous placé sous le signe de l'héritage et des engagements pour l'avenir. Ouvrons une page sport à présent. En basket, 48 heures après sa qualification historique pour le Final Four d'Euroleague, la Roca Team s'est inclinée hier en championnat face au Mans, 101-95. Un match dans un contexte particulier, sans enjeu, qui aura permis de faire tourner l'effectif monégasque avant les prochaines échéances. En football, l'AS Monaco reçoit Lille ce dimanche au Stade Louis II, un concurrent direct pour les places européennes. Les Rouges et Blancs ont renoué avec la victoire le week-end dernier et comptent bien se servir de cette confiance retrouvée pour conserver la 4e place du classement de Ligue 1. On écoute des extraits de la conférence de presse d'avant-match. It's an important match. Of course, we want to keep them behind us, but we still got 4 games left, and in football a lot of things can happen. But of course, if you win this game, you're gonna get close to the 4th place. We're now 6 points behind them. I don't think that's impossible. But you have to take game for game and then see. It's not in our hands, of course. So we have to see game for game and just focus on yourself and focus on winning. And then you can see what the other teams are doing. And never say never. It's gonna be difficult, but I don't think it's impossible. Nous avons abordé cette rencontre comme une finale, avec toute la détermination, toute la motivation et beaucoup de travail cette semaine. Et les joueurs ils ont beaucoup d'envie de jouer ce match, qui est très important, naturellement. Et encore plus pour Lille que pour nous. Nous avons au moins un joker. Mais nous voulons jouer ce match pour gagner ce match. C'est vraiment clair.
L'objectif est clairement affiché par l'entraîneur monégasque, le choc pour l'Europe, Monaco-Lille. C'est ce dimanche à 17h05 au Stade Louis II. Le reportage qui va suivre va sûrement vous rappeler une émission à succès. La mairie de Monaco proposait aux enfants ce samedi de réveiller le héros qui est en eux avec 2 parcours sportifs. Vanessa Dessy et Hugo Comassa se sont rendus sur place pour en savoir plus. Inspirée du modèle de la célèbre émission Ninja Warrior sur TF1, la Ninja Box proposait des parcours ludiques et sportifs. 2 structures constituées d'obstacles étaient adaptées à 2 catégories d'âge. Un parcours pour les enfants de 3 à 8 ans et un autre à destination des jeunes de 9 à 14 ans. C'était une idée du mandat précédent de pouvoir réaliser cette offre un peu différente en principauté qui n'était jamais venue et qui était à la fois sympa dans le développement des enfants, puisque c'est réfléchi pour eux, et aussi séquencé en fonction des âges. La mairie de Monaco essaie toujours de proposer des choses différentes pour les petits, pour les ados, pour notre jeunesse. Et du coup, voilà, parmi toutes les idées qu'on a eues l'année dernière, on voulait absolument avoir un élément sportif et c'est comme ça qu'est née l'idée de la Ninja Box. Mourangélique, vainqueur de l'émission Ninja Warrior, a réalisé 2 prestations lors de cette journée, l'occasion d'aller à la rencontre des jeunes enfants. J'ai gagné la saison 5 de Ninja Warrior, j'ai aussi gagné la saison 7. J'ai tourné la saison 8 et je suis pour le moment la meilleure femme française. C'est un peu du partage de ma passion, faire un petit peu développer aussi le ninja et souvent ça plaît beaucoup aux enfants donc je trouve ça hyper... c'est vraiment cool pour le ninja en fait, ça aide à ce qu'il se démocratise un peu plus, on en parle beaucoup plus. Les enfants ils veulent tout le temps relever des défis et là on leur met une échelle, faut aller au bout et ils se donnent à fond. Et oui, Ninja Box aura permis aux tout petits de relever des défis, mais surtout de se dépasser sur un véritable parcours de héros. Et prochaine animation à sensation proposée par la mairie de Monaco et toujours à destination des enfants, la Splash Party le mercredi 7 juin au stade nautique Régnier 3. Toujours dans l'optique de faire vivre les marchés de la principauté, une soirée disco était proposée hier à la Condamine. Boules à facettes et couleurs flashy avaient métamorphosé les halles le temps d'une soirée ambiancée par un DJ. Un mot également sur cette vente caritative organisée par la boutique Lanvin au profit de Monaco Disease Power. Les fonds récoltés vont permettre de soutenir les actions de cette association qui œuvre auprès des enfants ou adultes souffrant de handicaps mentaux ou physiques ou de maladies mentales. Passons à vos prévisions météo. Bonsoir Christine Datomel, quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Dimanche, le ciel sera nuageux le matin et il se gâtera durant l'après-midi. Au programme, des orages et des averses. Le climat sera frais, des températures comprises entre 11 et 16 degrés. Le soleil se lèvera à 6h04 et se couchera à 20h48. Demain, nous fêterons les Mathias. Merci Christina et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui est allé se mesurer à la Ninja Box, un parcours inspiré de la célèbre émission de TF1. Excellente soirée à tous et à demain, 20h pour le best-of de la semaine.